se passe pas une semaine sans qu'on entende parler des changements climatiques ou de ses conséquences à l'échelle nationale, mais surtout internationale. En RDC, les conseils économiques et sociaux viennent de proposer 5 mesures clés pour permettre justement au pays de faire face aux enjeux de ce dérèglement climatique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche écologique Objectif Vert. Ce magazine s'ouvre aujourd'hui sur les propositions du Conseil économique et social. Propositions en tout cas faites au pays pour pouvoir permettre justement à la RDC de faire face à cette pandémie mondiale qui sont les changements climatiques. Pour en parler, votre magazine reçoit aujourd'hui pour vous les rapporteurs de ce Conseil économique et social. Je m'en vais à la rencontre de mon invité et je vous demande de me suivre. Une fois de plus, bonjour, je l'ai dit tout à l'heure, ce magazine s'apaisantit aujourd'hui sur les 5 mesures initiées ou proposées en tout cas par le Conseil économique et social. Cette émission va également s'apaisantir sur la question du climat parce que le monde a célébré le 8 décembre dernier la journée mondiale du climat. Et pour en parler, nous recevons pour vous le rapporteur du Conseil économique et social, mais surtout un environnementaliste chevronné en la personne de René Ngogo. Monsieur René, bonjour et merci de nous faire l'honneur en train d'être l'invité de ces magazines une fois de plus. Merci pour l'invitation, madame. Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce que les gens qui nous suivent doivent comprendre du Conseil économique et social et de sa mission surtout? Le Conseil économique et social, c'est une assemblée consultative qui travaille pour donner des avis aux décideurs, notamment à la présidence, l'institution président de la République, le gouvernement, le Parlement, mais aussi les provinces. Et pour plus de précision, c'est une institution composée des acteurs de la société civile. Vous trouvez plusieurs composantes, notamment d'abord les provinces, toutes les 26 provinces sont représentées. Vous y trouvez les représentants de chefs coutumiers, les représentants de monde scientifique, de la société civile environnementale du développement, les syndicalistes, les patronats, les secteurs banquiers, les secteurs scientifiques et académiques. Donc c'est une forme de consultation des acteurs clés de la société civile pour donner leur vision, leur position sur les questions qui touchent à l'économie, au social et à l'environnement des citoyens congolais. Donc, nous sommes une institution constitutionnelle. C'est comme ça que les membres qui sont désignés par leurs composantes sont investis par les chefs d'État. Oui. Et ils travaillent pendant la session qui dure généralement 2 mois, avril-mai et octobre-novembre. Et le reste du temps, les membres sont dans leurs composantes pour prendre les avis et les problèmes. Donc, nous sommes saisis par ces institutions que je venais de citer, mais de nous-mêmes, nous pouvons initier des avis en tenant compte de l'actualité pour l'intérêt des communautés. Mais je voudrais terminer par la possibilité pour que la population, à partir de 10 000 signatures, par voie de pétition, peut nous saisir. C'est comme ça que nous avons été déjà saisis. Une question qui a lieu, qui est en lien avec les social, l'économie, l'environnement. Et l'environnement. Pour l'environnement, c'était la société civile du Nord Kivu, la question du pétrole dans les parcs de Virunga. Oui. La Mongala nous a saisis récemment sur la question des érosions. Et tout à l'heure, il y a une autre délégation qui sera reçue par les présidents du Conseil économique et social pour les différentes questions. Donc nous sommes ouverts, nous sommes en contact avec la population et nous pouvons canaliser les préoccupations vers les décideurs. Merci. Alors on va prendre juste une petite pause et on se retrouve tout juste après. Au cours des dernières décennies, la pauvreté a beaucoup reculé dans le monde. Mais le changement climatique menace ce progrès. En 2030, il pourrait faire tomber plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Heureusement, on peut encore éviter que cela se produise si les bonnes politiques sont mises en place. Les chocs liés au climat sont déjà un obstacle à l'élimination de la pauvreté. Les catastrophes naturelles détruisent les biens et les moyens de subsistance, affectant les gens pauvres de façon disproportionnée.
Après l'ouragan Mitch au Honduras, les gens pauvres ont perdu 30% de leurs biens, 3 fois plus que les autres. Les gens pauvres ont moins de ressources et reçoivent moins d'aide de leur famille, de leur communauté, du système financier et des systèmes de protection sociale, ce qui les empêche de se préparer et de faire face aux chocs. Le changement climatique amplifiera ces chocs et les gens pauvres souffriront davantage. Les inondations seront plus fréquentes et toucheront les habitants des bidonvilles. Les sécheresses seront plus intenses et toucheront les agriculteurs pauvres. Heureusement, un développement adéquat, c'est-à-dire rapide, inclusif et adapté au changement climatique, peut prévenir la plupart de ces impacts d'ici à 2030. Ces mesures doivent inclure de nouvelles pratiques agricoles résistantes aux aléas climatiques pour protéger les fermiers, de meilleures défenses face aux inondations pour protéger les habitants des bidonvilles et des zones côtières, une couverture santé universelle et plus de protection sociale pour ceux qui n'y ont pas accès. Mais à long terme, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, les impacts du changement climatique risquent de dépasser nos capacités d'adaptation. Pour maîtriser les impacts de long terme, des politiques de réduction des émissions doivent être mises en place aujourd'hui. Et elles doivent être pensées pour protéger les plus pauvres et soutenir les pays les moins développés. Alors, vous avez suivi, comme le monde entier d'ailleurs, les deux semaines intenses qui ont été marquées par les échanges, les rencontres à Glasgow dernièrement pour la COP 26 à Glasgow. Alors, les conseils économiques et sociaux, comme beaucoup d'observateurs, estiment que cette 26e COP, on va dire, n'a pas apporté les résultats escomptés, surtout pour la RDC. Pourquoi? Oui, ça a été la grande déception parce que, comme vous le savez, il y a eu l'accord de Paris en 2015 qui a mis en place les fonds verts pour le climat. Et là, les pays industriels, on peut dire même les pays pollueurs, oui, les grands pollueurs, avaient pris l'engagement de mettre en place un fonds, le fonds vert pour le climat, qui serait alimenté alors de 100 milliards de dollars par an pour faire face à l'adaptation et à l'atténuation. Et un délai de 5 ans avait été donné pour que ces fonds puissent réellement démarrer en 2020. Okay. L'année passée, 2020, à cause de la pandémie à coronavirus, il n'y a pas eu de COP. C'est comme ça que la première COP, c'est celle de Glasgow, où on pensait qu'on allait vraiment vers des engagements concrets. Oui. Et à la fin, on se rend compte qu'il y a encore la tergiversation. Il y a encore des promesses? Des promesses, rien que des promesses. Et pendant ce temps, vous avez suivi les rapports de la GIEC, oui, le groupe international des experts sur le climat, qui ne fait que lancer la sonnette d'alarme. Qu'il est temps vraiment de passer à l'action. Et on a vu des actions timides, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes. Bien qu'on a suivi la restitution de la VPM, ou à dire du ministère des tutelles, faisant mention de plusieurs retombées qui vont profiter au pays. Oui, il y a eu, d'abord nous devons souligner que pour la première fois, la RDC a été représentée au sommet de l'État par le chef d'État lui-même. J'ai participé à une dizaine de COP, c'est la première fois. Donc, vous savez, madame, il y a des réunions où il n'y a que les chefs d'État ou les chefs de gouvernement. Et chaque fois, nous avons toujours été pénalisés. C'est comme ça, en Afrique, on a perdu près le leadership parce que ce sont les autres chefs d'État qui parlaient au nom du bassin du Congo. Là, non seulement notre chef d'État parlait pour la RDC, mais il avait la double casquette de président de l'Union africaine. Donc ça a été un plus. Évidemment, on retient les 500 millions qui étaient déjà négociés des CAFI à partir d'ici. Et là, c'était la symbolique lors de cette COP. À mettre sur le compte des retombées. Oui, des retombées. Mais aussi, il faut souligner qu'après cette COP, nous avons une importante mission de centrale d'une nation qui s'occupe des questions d'adaptation et d'atténuation, beaucoup plus pour accélérer la mise en œuvre. Et la première mission s'effectue au Congo, c'est déjà un signal fort de retombées, parce que là, nous voulons accélérer la mise en œuvre des programmes d'adaptation. Et nous pensons que cette délégation qui est encore dans nos murs est en train de toucher les réalités de la RDC et de comprendre que les messages que la RDC a apportés à la COP, ce n'était pas un message vain. Nous sommes réellement une solution. Pays solution. Pays solution. Oui. Pays solution donc. Mais avant d'en arriver là,
je voudrais qu'on revienne quand même sur les mesures qui ont été proposées par les conseils économiques lors de la clôture, je crois, de la session dernièrement. Alors, parmi ces mesures qui ont été proposées, il y a la mise en place urgente du Conseil national de l'environnement qui sera lui piloté par la primature ou par les premiers ministres. Mais qu'est-ce qui va faire ce conseil si aujourd'hui il y a les ministères des tutelles, il y a un conseiller en charge de l'environnement, il y a une agence congolaise pour l'environnement, il y a autant de structures. Qui va faire ces conseils-là encore? Je précise tout de suite que ce n'est pas une initiative du Conseil économique et social. Ok. C'est la loi sur l'environnement qui prévoit ça. Ok, l'article 7, je vois. Oui. Mais qu'est-ce que va faire ce conseil? C'est un conseil national sur l'environnement qui regroupe plusieurs acteurs. Parce que les questions de l'environnement et du climat, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement. Ok, c'est transversal. C'est transversal, c'est tous ces ministères. D'abord, nous saluons le fait que ce ministère a été hissé au rang de vice-primature. Donc, c'est déjà un pas. Oui. Mais si on ajoute en plus ces conseils pilotés par le Premier ministre, donc c'est pour mobiliser davantage le gouvernement. Okay. Pas seulement le gouvernement, mais on pense qu'il faut aussi ajouter les autres parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile et les partenaires. Donc c'est pas un conseil pour venir remplacer le ministère, non. Okay. C'est juste pour donner des grandes orientations et emballer tout le monde sur ces questions-là. Et nous pensons au Conseil économique, c'est le moment, avec tous les enjeux qu'il y a, de mettre en place ces conseils pour que ces conseils puissent jouer. C'est vrai qu'au niveau de la présidence, il y a des conseils en matière de l'environnement. Nous avons les conseils spéciaux, nous avons les conseils principaux et on a même l'ACTED. Oui. Mais ça, c'est seulement la présidence. Mais nous voulons qu'il y ait ces conseils qui vont regrouper les différentes structures pour pouvoir mettre les questions de l'environnement au centre des préoccupations. Ok. Alors, l'affectation de l'année prochaine, c'est-à-dire 2022, 10% du budget national à la riposte climatique, c'est-à-dire l'adaptation et l'atténuation. Ouais. Mais j'ai envie de dire, messieurs les rapporteurs, à ce jour, le budget 2022 a déjà été déposé, non, la proposition que je sache. Est-ce que cette proposition, cette mesure ne vient pas, on va dire, tardivement? Non, il y a toujours un correctif budgétaire. Il y a toujours possibilité face... C'est ça notre rôle, c'est de conseiller le gouvernement, disant, voilà, on met les questions environnementales à un niveau, mais le budget doit suivre. Okay. C'est comme pendant longtemps, on a toujours dit agriculture, priorité des priorités, mais quand on voit le budget, on ne voit même pas. Même 3% là, c'est théorique. Oui. Donc c'est comme ça que nous disons, non, il faut que même au niveau des partenaires extérieurs, ils sentent qu'il y a cette volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais nous pensons qu'il faut commencer quelque part pour que le minimum qu'on puisse mettre dans ces questions-là, c'est 10%. Minimum, parce que si on arrive à résoudre les questions d'adaptation, on a résolu beaucoup de problèmes. Mais pourquoi demander au gouvernement alors qu'on attend les fonds verts pour le climat qui doit arriver, n'est-ce pas? Madame, ça fait combien d'années qu'on attend? Est-ce qu'on a toujours attendu? C'est ça un peu les grands problèmes que nous avons. Nous faisons nos planifications en fonction de l'extérieur. Oui. Hein, c'est comme vous n'avez pas les pondous, vous êtes en train de préparer votre foufou, vous attendez les pondous du voisin. Non, le voisin peut orienter autrement, donc ça peut ne pas arriver. Okay. Si ça arrive, c'est bien. Tant mieux. Mais on aura déjà montré la volonté parce que j'ai été il y a quelques mois dans le Haut-Katanga, même dans la province de Lualaba. J'ai échangé avec les paysans. Ils vous disent en saison sèche, à l'époque, ils avaient quand même un peu d'eau. Oui. Mais maintenant, il y a des effets. Ces communautés n'ont plus d'eau. Imaginez des communautés qui n'ont plus accès à l'eau. Comment elles vont vivre? C'est comme ça que le minimum qu'on peut mettre, c'est de trouver des solutions en termes d'adaptation. Et il faut que cela ne dépende pas de l'extérieur. Ça doit dépendre de notre budget. C'est vrai que le budget actuel, il est insuffisant, mais nous espérons qu'avec la perte du gendarme qui s'installe et tous les efforts de gouvernance, on pourra majorer ce budget. Et chaque majoration, il faudra penser à la question d'adaptation et d'atténuation. Et c'est le rôle de ces conseils, justement. Il faut qu'il y ait un conseil qui pousse parce que... Qui alerte, en fait. Oui, qui sonne à l'alerte, dit voilà, il y a eu suffisamment d'entrées de tel côté,
mettons pour l'adaptation. Voilà. Et ça va vers la population parce que vous savez, la vision du chef d'État, c'est le peuple d'abord. Il faut aider les gens à s'adapter au changement climatique qui est une menace réelle. Tout à fait. Alors, la mise en œuvre effective et transformatrice des 1 milliard d'arbres du gouvernement pour sortir 10 millions de Congolais de la pauvreté. Ça, c'est une autre mesure que vous avez proposée. Oui, il faut qu'on ne voit pas seulement la question des milliards d'arbres comme une question seulement environnementale. Il existe un projet comme ça qui est porté par la présidence, non? Le projet des 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est un projet, je crois, qui est à la fois écologique et économique. C'est comme ça que nous disons, on ne parle pas d'un nouveau projet, nous parlons de celui-là, mais les retravailler au-delà du volet environnemental et social, le volet économique. Ça veut dire les choix des arbres qu'il faut planter pour que ça puisse créer une valeur ajoutée, mais aussi, pourquoi pas inscrire ces différents projets dans les puits de carbone. Parce que là aussi, il y a la possibilité d'avoir de l'argent et ça peut créer de l'emploi. On parle plus tard des emplois verts, mais là aussi, c'est une manière de créer des emplois. Des emplois verts, un peu comme dans une économie circulaire, c'est ça en fait? Évidemment. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ces mesures? Qu'est-ce qu'on doit retenir en gros de ces mesures? Même si d'aucuns estiment qu'il y a un peu du déjà entendu dans ces mesures, il y a un peu du surréaliste dans ces mesures. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces mesures que vous avez proposées? Non, vous êtes arrêté à 3, mais il y a les deux. Justement, je voulais s'avancer. Il y a la femme, nous avons dit. Pour et par la femme. Oui, vous voyez, la femme, elle est d'abord la première victime. Quand elle n'a plus accès d'eau, elle joue un rôle important dans les questions environnementales. C'est comme ça qu'on doit penser à la femme et à ce moment-là, on est en train de résoudre les questions d'adaptation au changement climatique. Et plus loin, nous parlons de la création d'emplois verts. Oui. Et les emplois verts, c'est vrai, le champ est vaste. Dans le secteur forestier, il y a moyen de capitaliser. Regardez ce qui se passe. Nous sommes en train d'exporter les grimes. Les grimes, moi, ça me fait mal. Et pourtant, la loi fixe un seuil. Je crois que c'est moins de 10% qu'on doit exporter sous forme de grimes. Si on fait la transformation locale, si on fait des programmes d'agroforesterie comme on le voit à Ibi, un peu partout, c'est des emplois verts. Mais il faut aller chercher les emplois verts dans le secteur d'énergie, avec tout ce qu'on a comme barrage ou possibilité d'augmenter notre potentiel hydroélectrique ou solaire ou éolien dans les bâtiments, madame. Maintenant, on consigne des bâtiments verts dans l'agriculture. Les emplois verts, on peut orienter et diminuer sensiblement les chômeurs. Et faire que Kinshasa ne soit pas autant sous pression de jeunes gens sans emploi. Le secteur des déchets, madame, c'est un secteur qui est rentable. Oui. Mais aujourd'hui, ça devient une nuisance. Donc c'est tout ça, lorsque c'est bien encadré, c'est comme ça que nous avons souhaité qu'il y ait ce conseil national sur l'environnement qui va pousser les autres secteurs sectoriels, les autres secteurs, les autres ministères et adhérer dans ce programme. Mais quand on dit que c'est un peu du déjà entendu, que c'est juste un petit rappel, que c'est juste, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses, qu'est-ce que vous allez répondre? Non. Parce que nous venons avec des propositions. Au-delà de ça, nous avons des avis. Nous avons déjà produit plusieurs avis sur la gestion de nos forêts. Comment on peut gérer nos forêts, comment on peut gérer les tourbières. Nous avons un avis sur le tourisme durable. Ce pays avec autant de potentialités, nous sommes dans un site merveilleux comme celui-ci. Mais quelle est la politique des pays pour que ce site soit rentable? Voilà. Donc tout ça, c'est des emplois verts qui sont pas dans les modes de circonstances, comme vous l'avez dit à l'ouverture, mais c'est coulé sous forme d'avis. Mais on a l'impression, je vais entrer en arriver là, qu'on se réveille souvent. Hein. Ah, on peut faire ça. Tiens, pourquoi on ne prévoit pas les avis que vous faites parvenir aux décideurs? Comment faites-vous pour pouvoir vous assurer qu'ils seront pris en considération? Nous, malheureusement, la Constitution fait de nous une assemblée consultative. Nos avis n'ont pas une force contraignante, c'est des avis consultatifs. Nous nous adressons aux décideurs. Mais de plus en plus, avec le président actuel, il y a ce travail de proximité. Il n'y a pas que des avis qu'on envoie, il y a des rencontres, il y a des notes techniques qui sont produites pour montrer comment on peut le faire. Par exemple, j'ai parlé du tourisme durable tout à l'heure. Dans cet avis, on montre comment nous offrons mieux que les Kenyans, l'Ouganda, le Rwanda, ensemble. Alors, le président, lors de sa prise de parole là-bas à Glasgow dernièrement, il avait dit qu'il était
le temps des projets peut-être était révolu et qu'il fallait maintenant mettre en place ces différents projets qui ont démarré. Vous êtes initiateur d'un projet merveilleux d'agroforesterie à Lusanga. Comment faire pour que ces projets qui est fait au niveau de Lusanga soient dupliqués un peu partout avec le concours justement du Conseil économique et social? Là, vous me prenez à mon pas, j'allais le dire, parce que nous venons de produire au cours de la session qui vient de s'achever un avis sur l'agroforesterie. Okay. Et là, nous montrons aux décideurs comment on peut, grâce à ces systèmes d'engrais verts, pousser non seulement sur les questions écologiques, parce qu'on touche à la question de séquestration de carbone, mais aussi on rentabilise l'agriculture. Et il y a, comme vous venez de le dire, il y a toute une économie circulaire autour de ce genre d'activités. Et cet avis montre comment on peut dupliquer ces modèles. Malheureusement, lorsque vous quittez IBI, qui est un modèle plus vaste, nous avons notre modèle à Lusanga avec les mêmes encadreurs de IBI. Vous ne trouvez pas ce genre de modèle unique être dupliqué partout. Et notre avis pousse le gouvernement et les autres décideurs. N'oubliez pas que dans notre conseil, nous avons le secteur privé qui va capitaliser. C'est nous-mêmes qui allons prêcher par l'exemple. Par exemple, ce que vous avez vu là à Lusanga, nous voulons que ça soit dupliqué partout. Parce qu'il n'y a pas meilleur exemple que de voir les effets. Quand les gens vont voir qu'on peut produire sur un sol qui était dégradé par le palmier, par la monoculture du palmier, par plusieurs années d'une agriculture qui n'était pas appropriée, notamment l'agriculture itinérante sur brûlis. Et les gens vont suivre. Ils vont voir que c'est un modèle qui est rentable. Et c'est là que nous pensons que nos agronomes doivent jouer un rôle très important. Au-delà, parce que les questions d'agroforesterie sont très récentes. Il y a même des formations en agronomie qui ne mettent pas suffisamment d'accent sur l'agroforesterie. Donc c'est ici l'occasion de pousser les universités, les centres de recherche, à pouvoir continuer les recherches, trouver les variétés de légumineuses qui sont appropriées pour chaque milieu, qui ont une biomasse assez élevée et qui supportent plusieurs tailles. À ce moment-là, nous allons capitaliser et on aura rempli vraiment les objectifs de développement durable en termes d'environnement, du social et de l'économie. Alors, le Conseil a salué la tenue très récemment du forum DRC Africa Business. Qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui l'industrie des batteries en RDC face au changement climatique? D'abord, vous savez que le secteur des transports, c'est un des secteurs polluants et on utilise les véhicules à mazout et à essence aussi. Mais le secteur énergétique, il y a dans beaucoup d'endroits où on n'a pas l'hydroélectricité, on utilise les mazout. Alors imaginez le monde sans mazout. La solution, c'est quoi? C'est les batteries. Et pour produire les batteries, il faut les cobalt, il faut le lithium, il faut les manganèses, il faut les nickel. Tout ça se trouve chez nous. Et on vient de découvrir ça maintenant? Non, nous savions que ça se trouve chez nous. Maintenant, nous avons au niveau du Conseil pendant longtemps commencé à alerter, à faire des avis pour dire nous devons déjà anticiper, comme vous avez dit. Parfois, nous sommes surpris. Il faut anticiper et c'est comme ça que nous avons salué ce forum. Donc, le forum aura lancé l'idée, mais c'est maintenant aux chercheurs de voir comment travailler sur nos minerais, comment produire les batteries nous-mêmes ici, localement, et peut-être plus tard rassembler les véhicules sur place. Que des rêves, que des projets. C'est des rêves qui peuvent se réaliser s'il y a la volonté politique et si nous tous nous mettons l'énergie qu'il faut pour le faire. Alors aujourd'hui, on parle également de la journée mondiale du climat. La RDC, comme vous l'avez tant vanté comme étant ce pays solution sur plusieurs plans aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la RDC fait au niveau national justement pour faire valoir cet atout majeur qu'il a pour pouvoir réguler le climat, alors qu'on sait qu'il y a tellement de volontés, mais qui ne se concrétisent jamais? Je pense que nous avons déjà notre contribution déterminée au niveau national qui a été orientée vers les 4 piliers, les questions forestières, agriculture, énergie et déchets. Et je pense que dans les différents axes, on voit qu'il y a des efforts qui se font.
Vous avez suivi la dernière une des décisions du gouvernement, c'est d'assainir les secteurs, d'annuler, enfin de suspendre, mais nous demandons l'annulation de tous ces titres légaux. C'est déjà un pas vers l'assainissement de ces secteurs. Parce que si le secteur il est assaini, nos forêts vont jouer un rôle important de séquestration de carbone. Vous savez que sur le plan énergétique, il y a des efforts qui se font. Mwandigusha au Katanga a été réhabilité et ainsi de suite. On voit qu'il y a des programmes pour augmenter la desserte. Parce que si, comme maintenant on a moins de 10% des Congolais qui ont accès à l'énergie électrique, la consommation de bois de chauffe, la consommation de makala est en train d'exploser. Donc, plus on augmente la desserte, on va diminuer la pression et on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Sur le plan agricole, on sent cette volonté d'améliorer les secteurs et je pense que avec les 500 millions que nous pourrons avoir dans le cas des CAFI, on va continuer l'élan. C'est vrai que par rapport à notre potentiel, ce n'est pas encore suffisant. Pas assez, mais nous espérons que les efforts dans l'adaptation avec les centres qui est arrivé, c'est pour monter des projets pour aider les communautés. Là, nous plaidons pour les femmes, les enfants qui doivent bénéficier de ces projets pour qu'ils s'adaptent vraiment à cette question des changements climatiques qui nous affectent. Alors, cet échange, va dire, cette tranche écologique va toucher à sa fin. Un dernier mot comme ça, la journée du climat, un dernier mot par rapport aux 5 mesures, un dernier mot en tout cas aux gens qui vous suivent. Un message. Je pense qu'il y a 30 ans, nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous n'étions pas nombreux à le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et je salue votre émission que je suis régulièrement objectif faire dans la sensibilisation. Donc, mon mot, c'est de vous dire merci pour cet effort de sensibilisation. Merci. Qu'il y ait beaucoup de journalistes qui puissent faire le même travail parce que l'environnement a des règles qu'il faut respecter. Pendant longtemps, l'homme a continué à avoir le volet économique, la rentabilité, en oubliant qu'à un moment, vous ne mangez pas les dollars. Vous pouvez avoir autant de dollars, mais s'il n'y a pas d'eau dans les milieux, vous n'allez pas faire la cuisson de nourriture. Et si toutes les forêts disparaissent, vous n'allez pas manger les dollars. Et je pense que le monde de plus en plus est en train de comprendre cela. Nous avons déjà fait le constat. Maintenant, il faut passer. Là, je paraphrase le chef d'État qui a dit à Glasgow, le temps des discours est passé. Il faut qu'il y ait des actions. Et chacun de nous peut mener des actions en commençant par sa parcelle. On a parlé de la journée nationale de l'arbre. Oui. Combien de Congolais ont planté les arbres? Moi, j'encourage toutes les initiatives allant dans le sens de la gestion durable de nos ressources naturelles. Et je citerai par les 3 à 4 axes qui sont retenus dans notre contribution déterminée. Le secteur forestier qui a besoin d'être assaini, ce n'est pas suffisamment parce que le secteur a vraiment besoin d'une retouche pour qu'on sente les efforts pour une gestion durable. Le secteur énergétique, nous avons un capital naturel qui n'est pas exploité. Le secteur agricole, jusqu'aujourd'hui, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis qui fait des dégâts énormes et le secteur des déchets, comme on a dit. Et je terminerai par la jeunesse. Il faudrait que dans les systèmes éducatifs, que nous puissions apprendre nos enfants à aimer la nature, à planter les arbres et à poser des gestes éco-citoyens, évidemment sous l'encadrement des mamans. Parce que lorsque la femme va vraiment s'intégrer dans ces programmes-là, je pense qu'elle est la première victime, mais elle est aussi la réponse pour mettre fin ou atténuer les impacts du climat. Voilà qui va mettre fin à cet échange. Je rappelle que vous êtes René Ngongo, rapporteur du Conseil économique et social, mais surtout environnementaliste de première heure, je précise. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.